En direct de Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, Boker Tov. On va commencer ce journal, comme on le fait quasiment depuis le début de la guerre, par un point sécuritaire. Oui, effectivement, Ilana, commençons d'abord par le nord d'Israël. Les sirènes d'alerte ont retenti à 6 reprises durant la nuit dans les localités du nord du pays à la suite de tirs de roquettes et de drones du Hezbollah. Les roquettes et les drones ont à chaque fois été interceptés sans faire de blessés ni de dégâts. Toujours dans le nord, au sud Liban plus exactement, les forces de Tzahal poursuivent leur progression. Une partie des unités de fantassins de l'armée israélienne serait déjà arrivée à proximité du fleuve Litani qui forme aujourd'hui de facto la véritable frontière entre Israël et le Liban. Et puis en parallèle, l'armée de l'air israélienne a poursuivi ses raids sur Téhéran et a frappé plusieurs cibles. Oui, effectivement, et les Iraniens, eux, ont tiré à 3 reprises ce matin des missiles balistiques, en particulier en direction du sud d'Israël. La ville de Dimona était apparemment ciblée. Là encore, il n'y a pas eu de dégâts, mais hier soir, un missile iranien à fragmentation a causé d'importants dégâts à Beersheva. Une trentaine de personnes ont été légèrement blessées, alors que le sud semble être ciblé. On constate, tant dans le centre qu'à Jérusalem, que le rythme des tirs de missiles iraniens s'est considérablement ralenti depuis maintenant 48 heures, ce qui laisse penser que les Iraniens ont de plus en plus de difficultés à trouver des lanceurs pour leurs missiles dans certaines zones du pays. Les négociations indirectes entre l'Iran et les États-Unis se poursuivent sans que l'on sache vraiment qui négocie côté iranien. Oui, et c'est le Pakistan qui lui joue le rôle principal médiateur entre les deux pays. Islamabad, les chefs de la diplomatie du Pakistan, de l'Arabie Saoudite, de la Turquie et de l'Égypte se sont réunis pour tenter de trouver une issue à la crise actuelle. L'objectif étant de garantir la sécurité maritime sur le détroit d'Ormuz. Les Égyptiens ont proposé certaines solutions, mais pour l'instant, les Iraniens refusent de débattre de la fin de leur programme de missiles balistiques et ils exigent des garanties contre des frappes américaines et israéliennes. Le président Donald Trump, lui, a déclaré dans son avion cette nuit qu'il le ramenait à Washington que le régime iranien était fini. Oui, les Iraniens nous donneront tout ce que nous demanderons, a déclaré Donald Trump. Selon lui, l'Iran a autorisé les Américains à faire passer librement dans le détroit d'Ormuz une vingtaine de pétroliers à partir d'aujourd'hui. Nous progressons dans les négociations, a dit le président, mais avec eux, nous ne pouvons jamais savoir. On peut négocier et ensuite il faudra les bombarder, a dit le président américain. Selon Donald Trump, il est possible de parvenir rapidement à un accord, même s'il reste encore 3000 cibles à détruire en Iran. Enfin, selon le président américain, il sera très facile de prendre le contrôle du pétrole iranien. Et puis hier soir, le chef d'état-major de Tzahal, le général Eyal Zamir, a rencontré en Israël le commandant de la CENTCOM américaine, l'amiral Bradley Cooper. Oui, les deux hommes ont débattu de la poursuite de la guerre. Ils ont évoqué en particulier la nécessité de détruire les capacités de production d'armes et de missiles des Iraniens. Cette rencontre intervient alors que des troupes américaines se déploient actuellement dans le Golfe Persique et dans la région en perspective de ce qui pourrait bien être une offensive terrestre de l'armée américaine contre des cibles stratégiques iraniennes, comme celle par exemple renfermée sur l'île de Kharj. Selon les estimations, il y aurait actuellement plus de 50 000 soldats américains au Moyen-Orient, soit 10 000 de plus qu'en temps normal. Et puis, on peut parler d'une mini-crise diplomatique entre le Vatican et Israël après que le patriarche latin de Jérusalem n'ait pas pu célébrer hier la messe des rameaux. Oui, c'est la police israélienne qui a interdit au patriarche latin l'accès à la basilique du Saint-Sépulcre dans la vieille ville de Jérusalem. La raison invoquée, l'absence d'espace protégé et les consignes très strictes de la défense passive israélienne qui interdit la tenue de rassemblements dans ces zones sans espace protégé. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a expliqué ces raisons et a rappelé que depuis un mois, le Kotel, le mur occidental et le mont du Temple ainsi que la mosquée d'Al-Aqsa sont fermés pour la même raison. Ben-Gvir s'est excusé pour le tort causé au patriarche, mais il a déclaré « Imaginez ce qui se serait produit si un missile avait frappé l'église durant la messe ». Benyamin Netanyahou a lui aussi affirmé qu'il n'y avait pas d'intention malveillante dans la décision de la police, mais cela n'a pas empêché le président français Emmanuel Macron de condamner la décision israélienne. Et puis enfin, la Knesset a voté durant la nuit en faveur du budget de l'État pour l'année 2026. Oui, un vote en seconde et troisième lecture. 62 députés de la coalition ont voté en faveur de ce budget. 55 s'y sont opposés. Le budget de l'État pour cette année est de 850 milliards de shekels. En raison de la guerre, le budget de la défense nationale a considérablement augmenté de plus de 30 milliards de shekels et il atteindra plus de 142 milliards de shekels pour l'année 2026. Le budget de l'éducation nationale sera de 97 milliards de shekels, celui de la santé publique 63 milliards. Il faut souligner que la coalition a effectué une manœuvre technique qui a permis de valider l'attribution de plusieurs centaines de millions de shekels aux écoles et yeshivot du monde orthodoxe et ce sans que l'opposition ne le remarque.
Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps est toujours couvert et relativement frais, il faut bien l'avouer, pour la saison. Pluie éparse sur tout le pays pour cette journée de lundi. Et puis surtout, sachez que la soirée du Seder et la journée de Pessah risquent d'être pluvieuses et relativement fraîche. On vous dira les températures mercredi. Mais en tout cas, les températures prévues aujourd'hui sont de 14 degrés à Jérusalem, 19 à Tel Aviv et Ashdod, 18 à Haïfa et Netanya et 25 degrés à Eilat. Nous sommes en ligne avec le colonel Meir Dahan. Meir, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Alors voilà, on vient de diffuser une chronique particulièrement émouvante d'une de nos consoeurs dont le fils est actuellement au combat au sud Liban, dans ce qui semble être une zone de sécurité. Alors on voudrait essayer de comprendre un peu quel est l'objectif des forces israéliennes donc dans cette zone de sécurité, dans ce sud Liban, en deçà du fleuve Litani. Alors très peu de sécurité dans la zone de sécurité, comme vous pouvez l'imaginer. Les combats sont très intenses là-bas. Et la stratégie est très claire. Justement, rendre cette région, la rendre une zone de sécurité pour l'avenir, comme quoi il y a 160, un peu plus même, villages chiites, tout le long de la frontière israélienne. Je parle de la frontière internationale reconnue. Que de là-bas où tous les problèmes sont venus. Leur maison est devenue des fiefs Hezbollah, hyper chargés par des munitions, des missiles, de tout ce que vous voulez, sans compter les tunnels et les trous qu'ils ont fait là-bas de rechargement dans les réserves naturelles. Donc toute cette région-là, il y a une décision de la pousser jusqu'au Litani et raser complètement tout ce qu'il y a entre la frontière internationale et le Litani. Carrément raser, évacuer et raser. Et maintenir. Alors, je voudrais mieux comprendre, pour expliquer mieux cela à nos auditeurs, combien y a-t-il de forces dans cette zone du Hezbollah ? Combien y a-t-il de terroristes ? Parce que on a le sentiment que l'essentiel du mouvement terroriste est de l'autre côté du fleuve Litani, vers le nord. Est-ce que je me trompe ? Oui, un peu, parce que ça s'est bien passé comme ça, en première période de cette guerre. Et puis, au fur et à mesure, ils sont revenus, car il faut comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est leur maison. Les villages, c'est des villages chiites, qui sont des supporters, c'est eux-mêmes. On se rappelle encore des différentes diffusions, des pubs qu'ils ont fait, et des forces de la douane qui tournaient là-bas tout le long de la frontière avec leurs motos et leurs drapeaux de Hezbollah et tout ça. Tout ça, c'est fini. Mais quand même, il y a eu encore quelques milliers qui sont réinfiltrés de retour au fur et à mesure. Vous savez, ils ont le système classique comme à la bande de Gaza. Ils se baladent en civil, alors que leurs munitions et leurs armes sont dans des fiefs en face. Ils rentrent dans une maison ou dans une cage, et en 2 minutes, il est combattant avec tout ce qu'il faut. Mais normalement, Meir, tous les civils ont été évacués dès le début de la guerre. Hein. Il y a eu un exode massif, on va dire, des civils du sud Liban vers le nord. Jusqu'aux accords américano-français, anglais et Israël et Liban, à partir de ces accords, les habitants sont revenus dans leurs maisons et, comme j'ai dit tout à l'heure, les habitants abritent, d'abord c'est eux-mêmes et par la suite, ils abritent tous ceux qui sont réinfiltrés. Aujourd'hui, le Hezbollah agit par des petits groupes et non plus comme pyramide qu'il avait à l'époque. Il a des petits groupes de forces qui s'installent et qui agissent à leur façon. Très peu de commandement général. Et voilà quoi on fait face. D'ailleurs, on rencontre aujourd'hui, nos soldats rencontrent des combats face à face, pas mal, beaucoup même. Et il y a eu plus de 450 Hezbollah morts depuis le début de cette opération-là, depuis qu'ils ont intervenu. Est-ce que on peut dire par exemple que l'armée de l'air israélienne
bombarde les positions du Hezbollah qui sont au nord du Litanie pour totalement tenter de les déstabiliser, de les rendre plus inoffensifs. Bien sûr, je ne sais pas si vous remarquez, mais ces derniers temps, il y a très peu de bombardements à la Daria. Oui. C'est parce que ils sont pratiquement très peu d'activités de là-bas. Mais aujourd'hui, on n'hésite pas d'attaquer à l'ouest de Beyrouth parce qu'ils croient qu'ils sont protégés là-bas. Et ben non. Et à Saïda, à Tzor, enfin, on attaque de partout. Baalbek, il y a très peu d'attaques. Comme depuis que la frontière syrienne-libanaise est plus contrôlée par le côté syrien et il y a très peu d'activités iraniennes terrestres, alors on n'a plus besoin de s'attaquer à la Baalbek. Donc si vous voyez, toute la topographie a changé complètement. Et à côté de ça, je dois signaler, avec tout le mal, mais signaler le peu de pertes qu'on a depuis le début de cette opération. Chacun est très très important. Moi-même, j'ai subi deux blessés avant-hier et 2 soldats blessés. Mais bon, très peu de pertes, très peu de blessés par rapport à l'ampleur de l'activité, et croyez-moi, l'ampleur est très importante. Ça veut dire que l'armée progresse lentement mais sûrement, c'est cela? C'est l'objectif? Lentement, c'est pas le mot, au contraire, il a fait très rapidement, il a pris position et on travaille d'une part en arrière pour nettoyer et rassurer, et au fur et à mesure, on fait des petits trades à droite, à gauche, en avant. On fait un travail extraordinaire, une stratégie vraiment intéressante. Alors, puisque vous parlez de stratégie, je vais poser une question que l'on entend souvent sur les plateaux de télévision, peut-être parfois de manière un peu on va dire erronée. Est-ce qu'il y a une stratégie de sortie de cette crise avec le Hezbollah? Est-ce que les Israéliens parallèlement négocient avec le Liban, qui semble aujourd'hui, le gouvernement libanais, être particulièrement hostile au mouvement terroriste? Depuis le temps qu'on se connaît, vous comprenez, vous savez très bien, je ne touche pas à politicien. Non, je sais bien. Je suis soldat. La question rime à la politique. Le rôle de l'armée, c'est de créer des conditions, faciliter les négociations politiques afin d'arriver à des accords favorables. On l'a bien fait à la bande de Gaza. Est-ce que ça a été bien réussi, l'étape politique ou pas? Je ne sais pas. En Liban, première phase, ça a très très bien marché, mais ça a été très bien négocié. Et la décision de maintenir 5 positions à l'intérieur, au fond de 3 km, 2-3 km de Liban, de la sud de Liban, c'était génial, une grande décision. La prise de position sur le Hermon et le front syrien était aussi génie. La décision de détruire complètement les débris de l'armée syrienne à l'occasion de la révolution qui a eu chez Hamas, de changement, c'était aussi génie, un coup de génie. Mais bon. Alors justement, mais Meir, vous êtes soldat, comme vous nous le disiez, et pas politicien, mais vous avez suffisamment d'expérience pour dire, dans les années 80, on avait déjà tenté de faire de cette zone du Sud-Liban une zone de sécurité. Qui a marché très bien pendant 20 ans. Très très bien. Mais ce qu'on a adopté en parallèle, c'est un dynamisme de laisser aller, et voilà où on en est. Et alors, pourquoi l'armée israélienne s'était retirée en mai 2000? En 2006, on s'est retiré. En mai 2000. Ah, en 2000, pardon. Décision. Une décision. Vous savez, on a subi là-bas pendant 20 ans, depuis la première guerre du Liban, on a perdu pas mal. Ça a causé des dégâts très importants. Et comme en tant que public, on sait le faire aussi bien. Il y a eu des émeutes internes, ça a fait un vague politique et sociale très très difficile en Israël. Et je comprends bien qu'à un moment il a fallu, la façon dont ça a été fait, oui, c'était pas terrible.
Voilà, non, pas terrible, c'est un joli mot. Oui. Alors, une dernière question, Meir, parce qu'on approche la fin de notre entretien. Un mot sur ce qui se passe en Iran tout de même. L'armée continue à bombarder. Est-ce que là aussi, il y a un horizon clair, ou alors on fait tout pour terminer, on va dire... Avec l'Iran, rien n'est clair. Avec l'Iran, rien n'est clair, et malheureusement, dans ce front, celui qui le gère, c'est le rouquin, qui est mal prévu. Imprévisible. Mais je crois que derrière les coulisses, il se passe beaucoup de choses. On le sent d'ailleurs. Alors vous un pronostic comme ça, le rouquin, comme vous dites, il va aller vers une confrontation, une offensive terrestre des forces américaines, ou alors il va aller vers la négociation et vers un accord? Alors, vous savez, quand on sait que chaque jour, il y a 500 avions qui montent en l'air et qui bombardent là-bas, n'importe quoi, ok, ça fait des dégâts et ça fait des faiblesses. Et on le voit. Et au point de vue économique, au point de vue politique, on voit le Premier ministre ou le président, je ne sais pas comment il s'appelle, Pezeshkian, avec les gardes révolutionnaires, ça devient tendu de plus en plus, on l'entend, c'est la première fois d'ailleurs. Et puis, on voit au fur et à mesure, il s'affaiblit de plus en plus. D'un autre côté, je vois, dès le début, je le dis d'ailleurs à tous ceux qui voulaient entendre, que sans intervention terrestre, rien n'arrivera. Ok, et la preuve est devant nous, et malheureusement, si les négociations ne vont pas ramener de bons résultats, ok, il n'y aura aucun autre moyen, mais d'une intervention terrestre. 2, 3, 5 000 marins feront pas la différence, c'est clair. Israël va être entraîné là-dedans, c'est clair, c'est 100%. Donc on a un avenir très agité, très actif devant nous. On a bien compris. Quand je vois que les Iraniens font des concessions concernant le nucléaire, ne veulent pas entendre parler de balistique et de support d'activité terroriste autour. Alors je m'éclate de rire, je me dis, pourquoi on a fait tout ça si cette hypocrisie est toujours sur place? Et ils le disent en clair. On insiste à financer le Hezbollah et le terreur dans le monde. Alors on est là pour quoi faire? Donc je pense qu'on a à quoi attendre encore. Je ne sais pas si vous voyez un peu le calme qui se passe en ce moment. C'est le calme avant la tempête. C'est pas un hasard. Je crois que ça vient de deux raisons principaux. Un, c'est ce qui se passe derrière les coulisses, entre guillemets les négociations. Et deuxièmement, une faiblesse qui commence à apparaître de plus en plus. Eh bien, colonel Meir Dahan, merci beaucoup pour toutes ces explications, à la fois sur le front nord, au sud Liban, et sur... Je dois vous dire quelque chose, Daniel, si vous permettez. Rapidement. Hier soir, quelqu'un est venu vers moi, un homme de 35 ans, il me regarde, il me serre la main, il dit « Je vous suis beaucoup au Radio Kalita ». Et dû à ça... J'ai été m'engager à l'armée. Je me suis rendu à l'armée. Ah ben voilà. C'est un nouveau habitant de France et je suis très fier et très heureux. Ah bien voilà, ça nous fait aussi plaisir. Merci beaucoup, justement. Merci Meir d'être toujours disponible pour nous expliquer ce qui se passe, et on vous souhaite une bonne fête de Pessah, une fête de Pessah que l'on souhaite bien entendu à nous tous, et en particulier aux soldats, dans le calme et dans la sérénité. Amen. Merci beaucoup Meir, à bientôt. Bye Daniel, Chag Sameach. Bye bye. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose d'intime et de collectif en même temps. Ça ne se lit pas sur mon visage et ça ne s'entend pas à ma voix. Et pourtant, ça habite chaque seconde de ma vie. Je suis une maman de soldat qui, depuis 1 an et demi, partage son fils avec la guerre. Après Gaza, voilà qu'on vient d'être appelé au Liban. Je dis on car ce combat, c'est aussi le mien. Mon combat à moi, c'est la lutte pour sa protection, la lutte contre l'angoisse, la lutte pour maintenir une routine, la lutte avec mon oreiller. Car quand la maison dort et que le monde se tait, plus rien ne fait barrage aux pires images. Ailleurs dans le monde, ces scénarios n'existent que dans les cauchemars des mères, mais ici, c'est pour de vrai.
Comment dormir, comment travailler alors que mon fils est en danger? Pour tenir, je négocie sa protection avec le ciel à coups de mitzvot, tfilot et ségoulot. Je me force à ancrer mon fils dans l'avenir en le visualisant en voyage post-armée, à l'université ou sous la roupa. Et je scrute mes messages dans l'attente de cette phrase que l'armée nous envoie matin et soir, aussi laconique que merveilleuse. Kulam beseder, tout le monde va bien. Quand ça ne suffit pas et que j'ai envie de rien, je me reprends en pensant à cette phrase que mon fils me répète. Maman, je veux que tu sortes et que tu vaques à tes occupations, car si on fait tout ça, c'est justement pour que vous puissiez mener une vie normale. Tel est notre destin de mère par ici. On met un enfant au monde, on le protège de toutes nos forces, et puis un jour qui arrive beaucoup trop tôt, on doit le donner au pays. À peine sorti de l'enfance, il est appelé à servir une cause bien plus grande que lui. Protéger sa terre et protéger son peuple. Rien que ça. Du haut de ses 20 ans, mon fils a expérimenté des choses qu'ailleurs dans le monde, la plupart des gens ne connaîtront pas. La défense d'un pays menacé d'anéantissement, le danger pour sa vie, la peur extrême et la mort de ses amis. Du haut de ses 20 ans, mon fils a appris le sens de l'abnégation absolue et du sacrifice ultime. C'est moi qui ai fait le choix de cette maison il y a 17 ans et c'est lui qui en assume aujourd'hui les conséquences. Alors récemment, dans un accès d'inquiétude et de culpabilité, je me suis presque excusée et je lui ai demandé s'il lui arrivait d'imaginer sa vie en Espagne si on y était resté. Et dans sa réponse, des mots qu'il ne m'avait jamais dit. Maman, merci pour notre alia. Notre place est ici et je suis fière de protéger ce pays. Mon fils debout, mon fils enraciné, ma victoire, mon soulagement. Dans cette guerre, les situations frôlent l'absurde. Mon fils qui n'arrête pas de passer de l'enfer du champ de bataille à notre table de Shabbat, sans transition aucune. Et moi qui voudrais l'empêcher de repartir tout en le poussant à y aller. La mère d'un côté et l'amoureuse d'Israël de l'autre. Et quand il est à la maison avec ses amis, je les observe. Ces garçons sensibles, amoureux de la vie, amoureux de la paix et aux valeurs si fortes, ce sont eux que tant de gens diabolisent. Si seulement ils savaient comme le monde irait mieux s'il était peuplé de jeunes comme nos fils. À toutes les mamans de soldats, mes pensées vont vers vous et je vous serre dans mes bras. Que nos enfants nous reviennent en pleine santé physique et psychologique et que nous soyons la dernière génération à endurer cette folie d'envoyer nos fils à la guerre. À Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Daniel, les manchettes des quotidiens israéliens ce matin se rapportent à la guerre au sud Liban. Oui, effectivement, le Yediot Aharonot titre ce matin « On éloigne le Hezbollah » et au sein de la défense nationale israélienne, on affirme que Tsahal restera au sud Liban jusqu'à ce que le Hezbollah soit désarmé. Un responsable sécuritaire israélien affirme que l'opération terrestre actuelle risque de se prolonger sur, tenez-vous bien, des années. Le commandant de l'unité de lutte antiterroriste de Tsahal affirme « Nous formons une protection entre le Liban et les localités du nord d'Israël » et parallèlement, le Yediot Aharonot cite des sources américaines qui affirment que le Pentagone se prépare lui à une opération terrestre des forces américaines qui pourrait se prolonger sur plusieurs mois. Et puis ce matin, le Israël Hayom titre Tsahal maintient sa recommandation de ne pas évacuer les habitants des localités du nord d'Israël. Oui, selon un responsable de la défense nationale, tant qu'il n'y a pas de menace d'intrusion ou de tir de missiles anti-tank en direction donc des localités du nord, il n'y a pas de justification à une évacuation de la population civile. Cela dit, ce serait une victoire pour le Hezbollah si nous évacuons ces populations, a dit ce responsable de la sécurité. Mais les habitants du nord ont une exigence, faire évacuer les personnes âgées et les personnes handicapées. En attendant, hier, Binyamin Netanyahou est arrivé 3 heures en retard à une réunion avec les présidents des conseils régionaux et locaux du nord du pays, ce qui a provoqué leur colère, on peut les comprendre. Et pour illustrer cette première page du Israël Hayom ce matin, une photo de la région frontalière avec ses champs verdoyants et dans le ciel, un hélicoptère de combat israélien.
Et puis Dany Zaken, lui, fait le point dans le Israel Hayom ce matin sur la situation du régime iranien après un mois de guerre. Et selon lui, le régime des mollahs serait au bord de l'effondrement. Sa stabilité est menacée. Il souffre de crise interne entre ses dirigeants, de la crise du pétrole et du durcissement des pressions militaires américaines et israéliennes. Mais pour l'instant, les négociations avec les Américains sont bloquées. Les Iraniens continuent à tirer au compte-gouttes des missiles balistiques en direction du territoire israélien. Cela devrait se prolonger, selon lui, pendant encore une semaine. On reste évidemment avec vous, Jonathan Hadiri, dans le Yediot. Eh bien, nous détaille ce qui a changé dans la région au cours de ce mois de guerre, justement. Oui, et son titre est de circonstance à la veille de Pessah, Manishtana. Qu'est-ce qui a changé? Il avance plusieurs indices de ce qui a changé, comme la destruction de milliards de dollars d'infrastructures en Iran, l'échec de la guerre économique que le régime iranien a voulu mener, la résilience de l'économie israélienne et la résilience de la population israélienne après les tirs de quelques 400 missiles balistiques iraniens, l'opération israélienne au sud Liban qui porte un coup fatal au Hezbollah, le renforcement de l'alliance entre Israël et les États-Unis, la crise au sein des frères musulmans au Moyen-Orient avec les déceptions du Qatar et de la Turquie et l'incapacité des institutions internationales d'empêcher un conflit dans la région. Ce matin, en première page des quotidiens, on trouve la photo de Moshe Yitzhak HaKohen Katz. Oui, il s'agit du sergent Moshe Yitzhak HaKohen Katz, Zichrono Livracha, qui a été tué au combat au sud Liban dans la nuit de vendredi à samedi par un tir de missile du Hezbollah. Il a été inhumé hier au cimetière du Mont Herzl. Son père, qui est arrivé des États-Unis quelques instants auparavant, a prononcé son oraison funèbre. Moshe était en effet un Chayal Boded, un soldat qui vit ici sans ses parents. Il était monté seul donc du Connecticut pour servir dans Tsahal. Que son souvenir soit béni. Le Yediot nous propose d'accompagner dans un reportage l'unité de lutte antiterroriste dans ses combats au sud Liban. Oui, les soldats de cette unité sont entraînés au combat en zone urbaine. Ce sont également des snipers qui ont des capacités qui font d'eux de redoutables combattants. Ils se trouvent actuellement sur la ligne la plus avancée des forces israéliennes au sud Liban. Même sous les tirs de roquettes et de drones du Hezbollah, ils poursuivent leur nettoyage de nids de terroristes du mouvement chiite. Dans un autre article, le Yediot Aharonoth nous annonce également que les forces de Tsahal sont arrivées au bord du Litani, en tout cas une partie de ces forces-là. Pendant ce temps, sur le front iranien, Tsahal poursuit Daniel Sered contre des cibles d'État en Iran. Oui, et le Maariv cite en évidence ce matin le porte-parole militaire iranien, qui se fait de plus en plus menaçant. En dépit des lourds dégâts essuyés par le régime, ce porte-parole a annoncé que désormais les maisons privées des responsables israéliens, militaires israéliens et américains seront des cibles légitimes. Le porte-parole a fait cette menace à l'occasion du début du second mois de guerre et de l'élargissement des fronts de combat. Le Yediot Aharonoth lui consacre un article aux directives de la défense passive pour la fête de Pessah. Oui, et le Yediot nous explique que la défense passive n'a pas encore publié de directives précises à ce sujet pour la fête de Pessah. Et il parle donc de balagan, de pagaille un peu du côté de la défense passive. Quant aux Israéliens, eh bien eux, ils se préparent au Seder de Pessah dans une forme d'incertitude. Comment prendre le risque d'inviter de la famille lorsque l'on n'a pas de chambre blindée, se demandent certains Israéliens. Mais dans l'esprit de résilience de la population israélienne depuis un mois, la plupart d'entre eux surmonteront cette incertitude dans l'espoir de passer une fête sereine. Et les sites d'infos israéliens mentionnent l'incident diplomatique entre le Vatican et Israël. Oui, effectivement, un incident qui s'est produit à la suite de la décision de la police israélienne de ne pas autoriser le patriarche latin de Jérusalem à organiser la messe des rameaux au Saint-Sépulcre dans la vieille ville de Jérusalem. La police a justifié cette interdiction en avançant les consignes de sécurité de la défense passive en temps de guerre qui interdisent le rassemblement de plus de 50 personnes. Cela n'a pas plu au Vatican qui a protesté. Benjamin Netanyahu a réagi en affirmant qu'il n'y avait aucune intention malveillante et a autorisé d'ailleurs le patriarche latin à organiser aujourd'hui une messe dans le Saint-Sépulcre. Il faut souligner que les mêmes mesures sont appliquées depuis un mois sur l'esplanade du mur occidental qui est fermée et sur le mont du Temple fermé lui aussi, y compris pendant le Ramadan, donc en raison de la guerre. Enfin, pour terminer, il faut ce matin aussi consulter les sites d'infos qui sont plus réactualisés en tout cas que les quotidiens à propos du budget de l'État. Oui, les sites d'information comme celui du Maariv et du Ynet annoncent que la coalition a réussi à voter le budget de l'État pour l'année 2026, la nuit dernière, à l'extrême limite accordée par la loi, puisqu'il fallait absolument que ce budget soit voté avant le 1er avril, sinon le gouvernement serait tombé. Les sites d'information expliquent que ce budget a été voté grâce au soutien des partis orthodoxes qui ont décidé de voter en dépit du fait qu'ils n'ont pas pu faire voter
voter eux-mêmes la loi qui était importante pour eux, cette loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot. Mais le Ynet explique en titre qu'en contrepartie de leur soutien, les partis orthodoxes ont reçu quelques rallonges budgétaires de plusieurs centaines de millions de shekels pour leurs institutions scolaires en particulier. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Maître Yom Tov Kalfon. Yom Tov, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin, ancien député à la Knesset. Alors on va commencer par l'actualité brûlante, si l'on peut dire, qui est l'actualité politique. Le vote du budget de l'État la nuit dernière, c'était attendu parce qu'on savait que les orthodoxes avaient renoncé à faire voter la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot. Mais d'une certaine manière, est-ce que finalement ce vote du budget de l'État, ça prouve que ce gouvernement qui a très rapidement dû subir, on va dire, la catastrophe du 7 octobre, qui a été critiqué depuis le premier jour avec la réforme judiciaire, eh bien, il est parvenu à faire voter 3 ou 4 budgets de l'État annuels et il va parvenir au bout de son mandat. Ça ne vous surprend pas ? Oui, Daniel, vous avez raison. 4 budgets, c'est le 4e budget de ce gouvernement. Voilà. Ce qui place Bezalel Smotrich comme ministre des Finances... comme le ministre des Finances qui a fait passer le plus de budget depuis Pinchas Sapir dans les années 80, ce qui est un petit exploit. Une belle performance pour un ministre des Finances. Cela prouve qu'en réalité, il n'y a pas forcément de connexion entre l'actualité politique et la vie sur le terrain. C'est-à-dire c'est le gouvernement qui a à sa charge, qu'on le veuille ou non, durant sa mandature, la pire catastrophe de l'histoire d'Israël. Le 7 octobre, près de 2000 morts, des guerres, une situation économique qui a certes fait preuve de résilience, mais qui a eu aussi, je vous rappelle que durant ces 4 années-là, la TVA a augmenté, les impôts ont augmenté, l'inflation a augmenté, c'est-à-dire que ce n'est pas un gouvernement qui a à son actif des réussites économiques, ni des réussites sécuritaires, et pourtant il survit, parce qu'apparemment en Israël, il y a une grande différence entre, j'ai envie de dire, la longévité politique, qui est plutôt liée, je crois, à des talents personnel des dirigeants politiques et la situation sur le terrain des Israéliens. Netanyahou a prouvé à maintes et maintes reprises qu'il est le meilleur dans le domaine politique israélien, il est le meilleur politicien d'Israël, il sait monter des coalitions, il sait tenir des coalitions, c'est un fin politicien qui utilise ses talents d'orateur, de communication pour éliminer ses ennemis aussi bien en interne à l'intérieur de son bloc politique qu'en externe. Il est le maître de toutes les manigances politiques et il prouve une fois de plus qu'on peut être peut-être un mauvais dirigeant mais un bon politicien. Ah oui, c'est intéressant de vous entendre d'une certaine manière dire les mérites de Binyamin Netanyahou, même sur le plan intérieur, parce que ces derniers temps on a beaucoup parlé des mérites de Netanyahou sur le plan extérieur, sa relation avec les États-Unis, ça fait que finalement il n'y a pas trop de grief à son égard d'une certaine manière. Non, je répète, Netanyahou, je le pensais aussi que lorsqu'il était chef de l'opposition. D'ailleurs, il a été un très bon chef de l'opposition aussi, puisqu'il a réussi à faire tomber la précédente coalition, qui, elle, avait à son actif, au contraire, plutôt des succès économiques, des succès sécuritaires. Mais justement, lorsqu'on a un bon politicien, comme Netanyahou, on peut avoir face à nous une bonne coalition, être dans l'opposition et la faire tomber, et avoir à l'inverse une coalition qui ne travaille pas bien de facto, mais la faire tenir. Ce qui veut dire que le talent politique n'est pas forcément en adéquation avec la réalité du terrain. Et ça veut... J'ai pris l'exemple dans la précédente coalition, par exemple, au niveau économique, il n'y avait pas de déficit, il y avait un surplus budgétaire. C'est-à-dire qu'au niveau économique, jamais la situation d'Israël n'a été aussi bonne que durant la précédente coalition. Pourtant, elle n'a tenu qu'un an et Netanyahou a quand même réussi à la faire tomber. Aussi, la situation sécuritaire, il y avait certes une vague de terrorisme, mais qui a fait 18 morts et qui en réalité était bien moindre que les autres vagues de terrorisme qu'il y a eu dans d'autres coalitions. Et Netanyahou a aussi réussi à la faire tomber. C'est-à-dire quand on a du talent politique, ce ne sont pas les faits qui vont fixer, mais plutôt la politique. On sait faire des alliances, on sait faire passer des gens d'un camp à un autre, on sait tenir, comme l'a su la Netanyahou avec son bloc, on sait tenir son bloc, et ça, il faut le reconnaître. On peut être d'accord ou pas avec Netanyahou, mais il faut reconnaître son talent de politicien, c'est un excellent politicien. C'est plus son talent de politicien que, on va dire, l'échec de l'opposition, son incapacité à saisir une opportunité comme celle du 7 octobre pour faire tomber un gouvernement ?
Vous avez raison, mais j'ai envie de dire, vous savez, Daniel, quand une équipe de foot gagne, la question c'est est-ce que l'équipe face à elle était mauvaise ou est-ce que c'est l'équipe qui a gagné qui était très bonne? Il faut les deux. C'est-à-dire que Netanyahou est un très bon politicien et il a face à lui des politiciens d'opposition qui sont moins bons que lui. Il faut le dire les choses comme elles sont. Ce qui explique aussi peut-être les performances électorales de Yair Lapid, qui est le chef de l'opposition dans les sondages. Je vous rappelle, Yair Lapid avait à l'heure actuelle un parti de 24 mandats. Il est crédité dans les sondages à moins de 10 mandats. Donc je crois que cela s'exprime aussi au niveau de Yair Lapid, qui marque un échec cuisant en tant que chef d'opposition. Alors, on va rester un peu dans le monde politique parce que il y a des déclarations assez intéressantes. Justement, on parle de l'opposition et de sa capacité ou de son incapacité à s'unir pour faire face justement à un parti comme le Likoud qui caracole en tête parmi les formations politiques. On a vu Gadi Eisenkot il y a quelques jours dire très clairement: je ne serai pas le numéro 2 de Naftali Bennett, alors que Naftali Bennett aurait pu espérer d'une certaine manière le soutien de Gadi Eisenkot qui aurait consolidé son parti. On s'achemine vers un scénario de fragmentation de la gauche israélienne et peut-être même une fragmentation qui pourrait provoquer un échec de la gauche ou du centre-gauche. Écoutez Daniel, depuis le 7 octobre, l'opposition avait repris des couleurs, au niveau en tout cas des sondages, en présentant une alternative qui serait peut-être possible en cas d'élection. C'est ce qui expliquerait aussi, encore une fois, là encore, si on parlait des talents Netanyahou a réussi à repousser les élections, car notamment les sondages montraient que s'il y avait des élections, il ne les gagnerait pas forcément. Donc là aussi, en ça, le fait qu'il ait réussi à faire en sorte que les élections aient lieu, qui auront lieu plus ou moins à la date prévue en octobre 2026, c'est parce que les sondages depuis, en tout cas octobre 2023, montrent une opposition qui est au-dessus de la coalition. Dans tous les sondages, voire plus de 61 pour l'opposition et moins de 50 pour la coalition. Mais le problème de l'opposition, c'est que au début, en tout cas, les sondages marquaient un chef de l'opposition clair, qui n'est pas Lapid, qui est le chef de l'opposition de facto, mais qui était Bennett dans les sondages, avec plus de 20 mandats, et donc il réunissait derrière lui un bloc assez large. Jusqu'à ce qu'arrive évidemment Eisenkot, qui a commencé très bas, rappelez-vous, et qui petit à petit est monté. Et en fait, Eisenkot joue sur le fait d'une incohérence qu'il y avait dans l'opposition, c'est que Bennett, qui est un homme de droite, s'est retrouvé leader d'une opposition de centre et de la gauche. Et donc, en créant une sorte de dissonance, que les gens du centre et gauche veulent voter Bennett comme une sorte de vote utile, comme étant l'unique politicien à être capable de battre Netanyahou. Mais Eisenkot a réussi avec le temps à dire: il n'y a pas que Bennett qui est capable de battre Netanyahou, moi aussi je peux battre Netanyahou, et moi, contrairement à Bennett, je suis un homme de gauche, un ancien général, et donc j'ai un peu plus l'ADN qui est en correspondance avec les électeurs, contrairement à Bennett, qui, je vous rappelle, est un homme de droite, ancien président du Conseil des implantations, etc., qui a une sorte d'écart en réalité idéologique avec les électeurs qui voteraient pour lui uniquement par vote utile pour battre Netanyahou. Donc vous voyez, Eisenkot a réussi à faire passer ces dernières semaines le message, dans le cadre de sa stratégie politique, que Bennett retournerait avec Netanyahou dans la prochaine échéance, puisqu'en fin de compte, c'est un homme de droite qui retournera avec Netanyahou, et ainsi, petit à petit, détruire la base électorale de Bennett et remonter pour être lui le chef de l'opposition. Et donc on a une guerre des leaders dans l'opposition, et je pense que, comme vous l'avez sous-entendu dans votre question, Daniel, que cela profitera évidemment au camp d'en face. Si les leaders de l'opposition se battent mutuellement, et ben c'est l'actuel chef de coalition, c'est-à-dire Netanyahou, qui l'emportera. Sur le fond, sans trop rentrer dans les détails de personnalité politique, vous n'êtes pas peut-être vous-même, vous qui étiez politicien et qui êtes aujourd'hui un petit peu en marge, vous n'êtes pas un peu déçu de voir que finalement la société israélienne, elle reste très unie, elle essaye d'être très unie face à l'adversité, face aux guerres, elle fait montre de résilience, et puis la classe politique, elle est en décalage profond, elle n'est pas à la hauteur, on va dire, de la situation, elle reste embourbée dans des manœuvres, manipulations politicardes qui ne sont pas à son honneur et qui finalement donnent le sentiment que beaucoup d'Israéliens, c'est-à-dire il y a même un quart des Israéliens qui ne savent pas pour qui voter pour les prochaines élections, eh bien, qui se disent bien, il faudrait peut-être balayer toute cette classe politique qui a une part de responsabilité aussi dans ce qui s'est passé ces dernières années et essayer de trouver un nouveau leadership. Je partage votre sentiment, Daniel.
Je l'entends dans le cas de la société israélienne, c'est vrai qu'il y a un réel écart entre le monde politique qui est très dispersé, qui se cherche des différences là où il n'y en a pas forcément, et la société israélienne qui, dans son grand ensemble, est une société qui va plutôt bien en réalité. On l'a vu durant les épreuves que nous avons surmontées ensemble depuis le 7 octobre. C'est une société qui a beaucoup de chesed, beaucoup d'unité, des gens religieux, les gens moins religieux, les gens font la guerre ensemble, les gens se soutiennent. Et c'est vrai qu'on sent un écart évident entre la classe politique israélienne actuelle et la société israélienne. Comment cet écart va s'exprimer aux prochaines élections, c'est une bonne question. Peut-être qu'il y aura un phénomène de dégagisme que j'avais souhaité personnellement. Ça veut dire qu'apparaissent des nouvelles têtes, peut-être des nouveaux partis qui ne sont pas actuellement représentés à la Knesset ou qui ne font pas partie, on va dire, des grands mouvements politiques et qui, eux, feront peut-être la différence. Vous savez, comme ça arrive parfois dans une élection surprise, un vote de rejet qui serait exprimé à voter pour d'autres leaders et peut-être remettre en cause les leaders actuels, qu'ils soient de droite comme de gauche, d'opposition ou de coalition, puisque je crois que c'est partagé par tout le monde. Il y a une sorte de dégoût de l'actuelle classe politique dirigeante en Israël je crois que ça serait bien pour Israël qu'on ait un vrai changement peut-être de génération. Quelqu'un avait dit une fois que les 120 députés du 7 octobre doivent partir. C'est peut-être vrai. Je ne sais pas si ça arrivera, mais ça ne serait pas forcément une mauvaise chose. Alors, une dernière question, parce qu'on ne peut pas parler sans terminer cet entretien sans parler de la situation sécuritaire. Qu'est-ce qu'elle vous inspire en particulier, ce qui se passe actuellement dans le nord, le sud Liban, avec plusieurs divisions de l'armée israélienne, des milliers et des milliers de soldats combattants, on va dire quasiment toutes les brigades de fantassins de l'armée israélienne, de l'infanterie, sont au sud Liban. Vous pensez que on peut venir à bout du Hezbollah, on peut l'affaiblir, on peut créer une zone de sécurité là où on a déjà tenté de créer une zone de sécurité il y a une trentaine d'années ? Je crois que le 7 octobre nous a enseigné qu'on ne peut pas avoir le luxe de vivre avec à côté de nous une menace claire d'une organisation terroriste à nos frontières. On ne peut pas dormir avec les loups et je crois que c'est le plus grand enseignement du 7 octobre. On ne peut pas vivre avec le Hezbollah à la frontière nord. Car ce sera qu'une question de temps que les forces de Radouane fassent leur 7 octobre à elles aussi, que ça soit dans 1 an, dans 5 ans, on ne peut pas se permettre. Donc il faut au contraire ne pas refaire les erreurs du passé et lorsqu'une guerre est enclenchée, aller jusqu'au bout de la guerre. Pas faire les erreurs que nous avons fait par exemple en 2014 à Gaza, pendant l'opération Tzuk Eitan, où nous avions l'opportunité d'en finir avec le Hamas et nous avons préféré un cessez-le-feu sous des pressions internationales ou des pressions internes. Il faut arrêter de courir au cessez-le-feu et au contraire, il faut mettre fin à nos ennemis. Et si mettre fin à nos ennemis, ça voudrait dire déplacer la frontière nord d'Israël au fleuve Litani, et le faire et ne pas avoir peur ni des pressions internationales, ni des condamnations des uns ou des autres. En fin de compte, nous préférerons toujours leur condamnation à leurs condoléances, comme l'avait dit Golda Meir, et je préfère de loin des condamnations internationales si Tsahal s'installe sur le Litani, qu'aux condoléances au prochain 7 octobre qui sortirait des forces Radouane vers le nord d'Israël. Eh bien, Maître Yom Tov Khalfon, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. On vous souhaite bien entendu une bonne fête de Pessah Kasher Vesameach, et bien entendu, on espère que cette fête se déroulera dans le calme, la sérénité, au moins dans l'unité de la nation d'Israël. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions et d'être toujours disponible pour intervenir sur Radio Kalitam. Bonne journée et à bientôt. Chag Sameach. Chag Sameach, Daniel. Chag Sameach. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Gilles Belaï. Gilles, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le président du groupe de Financial Partners, président de l'Agence mondiale de lutte contre le financement du terrorisme. Et on va beaucoup parler de financement du terrorisme parce que nous sommes en guerre depuis maintenant plus d'1 mois. Et il y a des questions que je voudrais vous poser, puisque vous êtes un expert dans ce domaine, je voudrais essayer de mieux comprendre un peu ce qui se passe. D'abord, la situation économique de l'Iran. On est en train de frapper, l'armée israélienne, l'armée américaine frappe les infrastructures du régime iranien, les installations, les usines de production d'armes, etc. Est-ce que il n'y a pas un moyen tout simple, sans avoir amené à acheminer des avions de chasse jusqu'à Téhéran, pour
fermer les comptes de l'Iran, pour geler, on va dire, l'économie iranienne et la paralyser totalement? Alors, effectivement, que ça serait l'idéal, mais tout autant, l'Iran a l'habitude, depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, de gérer cette problématique de l'embargo, et ils ont déjà organisé leur économie de telle manière à ce que ce soit tellement tentaculaire et avec tellement de chemins différents pour pouvoir gérer leur financement au quotidien, que ça a encore la vie dure, parce qu'ils ont une diversification qui est assez incroyable. Aujourd'hui, l'Iran, c'est une présence économique qui est bien évidemment déjà sur les propres pays du Golfe, qui sont en train d'ailleurs de bombarder eux-mêmes. Ils bombardent leurs propres partenaires économiques, on le sait avec les Émirats Arabes Unis. Un chiffre clé aux Émirats Arabes Unis, c'est une communauté de 500 000 personnes qui sont présentes de manière permanente aux Émirats, à Dubaï et à Abu Dhabi, et c'est une économie qui représente l'équivalent d'un flux de 30 milliards de dollars à peu près. Et ils l'ont développé de la même manière avec la Chine, avec la Turquie, avec l'Afrique et aussi d'ailleurs avec l'Europe, puisque ils ont démultiplié le nombre de réseaux bancaires et de sociétés écrans qui font en sorte qu'on a énormément de mal à pouvoir démanteler l'ensemble des micro-racines qui font que cela fonctionne encore. Et la problématique pour eux reste bien sûr sur leur principale ressource, c'est-à-dire le pétrole. Et ils ont eu l'habitude de vendre le pétrole à bas prix sur le marché gris, comme vous le savez, avec des tankers qui partent d'Iran. Et là, ils ont une propre problématique parce qu'en bloquant le détroit d'Ormuz, ils bloquent aussi leur hub de départ pour pouvoir financer l'ensemble de ces tankers, mais ils sont très créatifs et surtout ils ont beaucoup d'alliés économiques. Et il faut savoir que aujourd'hui l'Europe et l'Occident a mis beaucoup de temps avant de vraiment mettre une pression économique, et on en est à peine au début alors qu'on devrait plutôt être à la fin sur l'ensemble des saisies, et les chiffres sont encore extrêmement faibles par rapport à ce qu'on devrait faire pour les mettre à genoux. Alors là, je comprends quand vous me dites, je comprends véritablement cette problématique, mais je voudrais mieux comprendre aussi en parlant d'un autre front qui nous préoccupe aussi, c'est le sud Liban avec le Hezbollah. On nous dit, pour justifier le fait que le Hezbollah continue à tirer des missiles et des roquettes et des drones en direction du territoire israélien, que le Hezbollah a eu le temps de se réarmer puisqu'il a reçu au moins $1 milliard de la part de l'Iran depuis le cessez-le-feu de novembre 2024. Et je me pose la question, comment, alors qu'il y a une vigilance accrue face au Hezbollah, comment le Hezbollah peut recevoir de telles sommes en sachant exactement à quoi ces sommes vont être utilisées? Pourquoi il semble impossible de freiner cet acheminement? Parce que dites-moi si je me trompe, mais je ne pense pas qu'on transfère des milliards, $1 milliard par des valises entre la Syrie et le Liban, comme c'était le cas dans le passé. Alors en fait, ils ont leurs systèmes qui sont bien organisés. Le Hezbollah et votre chiffre est tout à fait en ligne avec la réalité de ce que nous avons nous-mêmes au sein de l'Agence mondiale de lutte contre le financement du terrorisme. Au bas mot, $700 millions sur ces 12 derniers mois, et plus vraisemblablement de l'ordre de $1 milliard. Mais le Hezbollah a appris à vivre sans l'Iran aussi. Ils se sont rendus compte que, évidemment, il y avait une problématique ces dernières années qui était forte, et il y avait surtout beaucoup d'actions qui étaient faites en Europe et en Occident pour arriver à capter cet argent-là. Et donc, ils sont arrivés à avoir des systèmes, notamment avec le système des bureaux de change, qui permettent de pouvoir, au travers du cash qui est mobilisé à l'intérieur de plusieurs pays de la région du Golfe, de pouvoir alimenter de manière presque capillaire, donc avec un nombre de transactions très significatif, le Hezbollah. Et le Hezbollah s'est structuré aussi dans le domaine, bien sûr, de la drogue, de la contrefaçon en Europe et en Afrique. Donc, ils ont diversifié leurs sources de financement de telle manière à ce que même ces $700 millions ou c'est $1 million ou c'est $1 milliard,
puissent être à un moment donné remplacés. Ils ont mis en place des tonnes de sociétés écrans. On en a vu d'ailleurs récemment qui ont été identifiées en Europe de l'Est et en Suisse encore de la même manière et en Amérique du Sud. Il y a un lien extrêmement fort entre le Hezbollah et les narcotrafiquants d'Amérique du Sud, et ils ont diversifié leur activité de telle manière à ce que l'argent ne provient plus uniquement de la relation toxique Iran-Hezbollah, mais vient aussi de la relation que l'on peut avoir avec ce trafic de drogue, ce trafic de contrefaçon, ils sont extrêmement présents. Et puis aussi, bien sûr, des hubs qui restent extrêmement forts pour le Hezbollah, notamment le hub turc, qui représente plusieurs centaines de sociétés écrans qui leur permettent d'alimenter leur activité. Donc, ils ont appris à faire différemment et surtout à se diversifier de telle manière à ce qu'on ne se retrouve pas avec des flux importants à capter de plusieurs centaines de millions de dollars, mais avec des milliers de flux. On le sait aussi avec les Western Union, avec toutes ces structures de micro-paiements, ils arrivent à avoir une alimentation qui reste encore présente, mais c'est aussi une question de décision politique, puisque dans la réalité, on sait très bien que si aujourd'hui les pays du Golfe qui sont aujourd'hui touchés par cette guerre décidaient de saisir l'ensemble des comptes qui se rattachaient au Hezbollah, déjà on aurait un mouvement qui serait pas anéanti, mais presque. Et aujourd'hui, les États-Unis se retrouvent très impuissants puisqu'ils font une pression auprès des Émirats arabes unis, puisqu'il y a énormément de comptes, plusieurs centaines de comptes qui sont identifiés. Les Émirats arabes unis ont du mal à passer ce cap parce qu'ils ont peur aussi de se retrouver au final à rendre des comptes à leurs prochains voisins, que seraient tout de même encore demain et après-demain les mollahs. Et en fait, ils ont du mal à passer le cap entre je suis clairement en face d'un ennemi et je mets tous mes moyens pour les neutraliser, avec j'ai un voisin qui est très important en termes de taille et en termes de risque pour nous, et ce qu'on reçoit aujourd'hui peut-être sera rien à côté de ce qu'on pourra recevoir demain, donc on va garder nos moyens d'action limités. Et on a aujourd'hui aussi ce sujet avec l'Arabie Saoudite qui lui est un géant d'une taille extrêmement proportionnée par rapport à l'Iran et qui commence à sentir que là c'est le moyen d'agir, pas uniquement diplomatiquement, pas uniquement au travers de leur réseau, de leur proxy, mais directement sur le plan militaire. Donc on peut dire qu'il y a dans cette guerre militaire, il y a aussi une guerre économique qui peut prendre des proportions de plus en plus importantes au fur et à mesure que la guerre sur le terrain se prolongera ? Ah oui, clairement, puisque là, aujourd'hui, c'est une guerre économique, bien sûr, pour l'Iran, qui a besoin de beaucoup d'argent et de ressources pour survivre, mais nous avons aussi des alliances qui se sont renforcées avec la Chine et avec la Russie et qui viennent aussi aider militairement et financièrement l'Iran. Mais aujourd'hui, pour l'ensemble des pays du Golfe, c'est une question de survie, mais pas que, puisque vous rappelez le sujet du détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, qui est gêné par le détroit d'Ormuz de manière majeure, c'est pas les Européens, avec l'alimentation que l'on peut avoir en gaz et en pétrole en Algérie et en Amérique du Sud et dans la mer du Nord, c'est surtout les pays asiatiques, la Chine, le Japon, la Corée, l'Australie, qui se retrouvent dans une position d'utiliser ses propres réserves. Et donc là, c'est l'ensemble du commerce mondial qui se retrouve exsangue. Et puis, n'oublions pas aussi que même l'Arabie Saoudite et le Qatar, avec le plus gros forage de gaz liquéfié qui a été touché et coexploité avec l'Iran. Alors l'Iran est à la fois l'agresseur et le partenaire économique majeur du Qatar, et on se retrouve dans une position où aujourd'hui on est en train de parler de 20% de la ressource en pétrole et en gaz liquéfié du Qatar. On touche la colonne vertébrale économique du pays, et là on a un pays qui se retrouve extrêmement fragile face aux attaques incessantes de l'Iran. Pareil pour l'Arabie Saoudite et pareil pour les Émirats arabes unis aussi. Le système monétaire et bancaire émirati est en train vraiment aujourd'hui de s'écrouler. Il n'y a pas d'autre mot. L'ensemble des obligations
des banques et des grandes infrastructures émiraties, c'est moins 20, moins 30% à présent. On a eu ces premiers jours dans lesquels on disait même pas peur, et puis on se retrouve à un stade aujourd'hui où on a un hub régional qui commence à être totalement exsangue, et c'est le cas aussi avec l'Europe. C'est pour ça que le président Trump ne comprend pas qu'il n'y ait pas plus d'action de l'ensemble de ces pays et des pays partenaires européens pour venir notamment défendre le détroit d'Ormuz, et c'est son obsession aujourd'hui, libérer le détroit d'Ormuz. Alors une dernière question, Gilles, on va parler de politique intérieure puisqu'on est quelques heures après le vote du budget de l'État pour l'année de 2026, un budget de 850 milliards de shekels, et dont près de 150 milliards de shekels pour la défense nationale, une rallonge de plus de 30 milliards en raison de la guerre. C'est un budget qui peut se tenir avec plus d'un cinquième, on va dire près d'un cinquième, consacré à la défense nationale. Alors, en fait, on a le sentiment, nous économistes et vu de l'extérieur, que c'est un budget qui est plus politique que réel d'un point de vue économique. Clairement, aujourd'hui, on n'a pas les moyens de pouvoir asseoir notre équilibre ressources et dépenses uniquement avec un chiffre aussi important dans le domaine de la défense. Mais en fait, ils partent comme ils l'ont toujours fait à l'envers. On a besoin de ce niveau de dépenses-là, on le budgète et on verra bien demain ou après-demain. N'oublions pas qu'Israël a une croissance 2025 qui est supérieure de presque 35% de la moyenne des taux de croissance de l'OCDE. Donc on part sur une position où Israël est une puissance qui est forte et respectée sur le plan économique. On n'a qu'à voir le shekel, la tenue du shekel par rapport au dollar et par rapport à l'euro, et on comprend bien. Et on a vraiment le sentiment qu'il parie aujourd'hui sur une guerre qui va être beaucoup plus courte que ce que beaucoup d'économistes et d'analystes prévoient. Si on a effectivement un coup de la guerre qui commence et qui continue à s'étendre, il sera très difficile, voire quasi impossible d'assurer ce budget. Mais Israël s'en est toujours sorti, donc une fois de plus. Voilà, on s'en est sorti, comme on dit la formule en hébreu, on a passé le pharaon, on pourra passer cet obstacle aussi, donc c'est une devise de circonstance. Merci beaucoup Gilles Belaïs de nous avoir expliqué ce dossier extrêmement important du terrorisme économique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, de répondre à nos questions, à nos sollicitations. On en profite pour vous souhaiter une bonne fête de Pessah. À bientôt. Merci. À tous. Merci.